Donc, la dernière session de la journée, c'est sur l'accès au marché et la croissance des revenus pour les petits agriculteurs. À l'échelle globale, 50% des agriculteurs sont des agriculteurs de subsistance et 40% ont un accès limité aux ressources. Seulement 10% des agriculteurs sont considérés comme des investisseurs à une échelle commerciale. Donc, avec 90% des agriculteurs dans le monde sans accès ou avec un accès limité au marché, le développement des chaînes de valeur, value chain development, devient critique pour la croissance agricole et pour le développement rural. Dans le développement des chaînes de valeur, l'accès au marché et la profitabilité économique sont d'une importance centrale. C'est seulement avec des liens efficaces et effectifs tout au long des chaînes de valeur que l'agriculture peut se développer afin de répondre aux besoins globaux pour la sécurité alimentaire et afin de créer des opportunités de travail et de croissance des revenus dans le monde agricole et rural. Dans ce contexte, pour qu'une innovation atteigne un impact à grande échelle, il faut qu'elle soit intégrée dans un modèle d'affaires et business model qui est viable techniquement et économiquement. Le défi, c'est aussi l'intégration des petits agriculteurs sans accès ou avec un accès limité au marché dans ces modèles d'affaires. Il faut surtout que cette intégration leur soit bénéfique. Dans cette session, il y aura 3 présentations illustrant des modèles d'affaires qui ont été pilotés et disséminés et qui ont contribué à l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition de 900 000 personnes en Asie et en Afrique. Ces modèles d'affaires innovants ont augmenté la production et la consommation des produits probiotiques au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, des végétaux locaux au Bénin et au Nigeria et du petit mil en Inde. I would like to invite Dr. Gregor. Je veux inviter le Dr. Gregor Reed from the Western University of Ontario à présenter son projet sur les aliments fermentés pour la vie. Merci beaucoup, Marwan. Je vais rester ici. Est-ce qu'on peut présenter les diapositives? J'ai 2 appareils, je pourrais faire ça, mais je vais utiliser celui-ci seulement. Dans les parties les plus pauvres, on doit autonomiser les gens pour utiliser leurs ressources locales, pour donner des avantages pour tout le monde. C'est un sachet de 2 sortes de bactéries. Une chose, c'est un probiotique, ça coûte 60 cents. Ça peut faire 100 litres de yogourt. On a besoin d'une bactérie pour avoir des aliments fermentés. Il y a plus de 160 publications de pairs sur ça, mais le sachet ne suffit pas. Mais on a besoin d'un modèle d'affaires et d'une chaîne de valeur qui comprend les producteurs, les gens qui ramassent le lait. Et Winnie, demain, va vous parler de comment ça a eu des impacts pour elle. Et on doit donner de l'emploi pour les distributeurs de lait, les gens qui font l'emballage, qui préparent les étiquettes, et on crée un produit homologué pour la production de yaourt. On a fait la même chose avec le jus et les céréales. Et on a des détaillants et des distributeurs qui vont avoir plus de produits. Et il y a l'accès au marché pour les enfants et les femmes et maintenant les réfugiés en Ouganda. Et on essaie d'arriver dans le nord. Il y a 1 million de réfugiés et on a le potentiel de passer à une échelle plus grande. Nous avons 139 unités de production en Angola, 30 au Kenya. Pour parler de la durabilité, depuis
qu'on a commencé le projet, nous avons 20 unités de production de plus au Kenya, 85 en Tanzanie. L'incidence de gens, c'est 75 femmes pour 25 hommes. On réduit les allergies, la diarrhée, les aflatoxines et la malnutrition. L'impact économique, on a augmenté la propriété, les enfants à l'école, accès à la santé et on a réduit les pertes après l'école. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup plus de profits avec beaucoup de lait. Il y a 3 fois plus de profits que si on vendait simplement du lait. Les apprentissages, nous sommes des espèces remplies de microbes dans un monde microbien et on doit faire propager ces microbes bénéfiques. Ce modèle donne des occasions et les moyens et des revenus en engageant les femmes et les jeunes et les hommes. Ces femmes aident les hommes aussi. Il me semble que c'est très bien. Ce sont les gens et les chefs locaux qui sont responsables de ça. Et on a besoin de mentors. Les femmes deviennent des mentors pour la prochaine génération, pour leur retraite. Ils ont besoin de messages fondés sur des faits probants. Et c'est durable à travers toutes les saisons. Si on a des jus, on a les mangues, on a les oranges, on a des saisons différentes, on va considérer des fruits différents tout au cours de l'année, en plus du millet. Ça renforce l'autonomisation, la propriété, la santé et l'assurance. Et c'est un programme qu'on peut transférer à d'autres pays. J'espère que le Canada va profiter de cette occasion pour amplifier l'initiative. Je remercie tous qui ont participé au projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gregor. Le deuxième présentant est le Dr. Clement de Ocean State University au Nigeria. Il va présenter un projet de végétal microbien. Je présente ce rapport de notre projet sur l'accès au marché et les revenus des agriculteurs dans notre projet. Il y a l'université de Saskatoon au Canada et l'université du Manitoba, financée par le CRDI et Affaires mondiales Canada. Nous vous remercions sincèrement. Il y a 5 perspectives pour ce projet. Ces perspectives il y a un manque de recherche organisée sur la chaîne de valeur des légumes indigènes. Deuxièmement, un manque de compétences techniques sur la production et l'addition de la valeur ajoutée. Et on utilise très peu d'engrais. Et quatrième, il y a une structure de commercialisation qui n'est pas organisée. Il y a des potentiels de génération de revenus qui n'ont pas été exploités. Je vais parler du quatrième aspect. C'est une structure de mise en marché peu organisée et faible parce que nous ne sommes pas suffisamment conscients. Oui, il y a de l'information qui existe sur la chaîne de valeur des légumes, mais ça provient d'autres projets. Un projet entre 2011 et 2014, financé aussi par Affaires mondiales Canada et le CRDI. Et on a commencé avec des banques pour obtenir de petits prêts avec un taux d'intérêt de 3,6 %. 19 % était le taux normal aux banques. On a fait la promotion des légumes avec des annonces quotidiennes à la radio. On a créé des
des trousses de distribution innovatrices pour faire la mise en marché à l'échelle locale. On a créé des plateformes WhatsApp pour nous lier au marché. On a utilisé le système d'Internet pour rendre tout ça disponible à un groupe élite de la population. Les leçons apprises, les résultats. On a doublé la moyenne de superficie pour les agriculteurs au Bénin. Un hectare de terre cultivée générait des profits moyens de 7 500 $ américains par année. Et on a formé des enfants sans des milliers d'enfants. Les négociations avec les institutions de microfinance nous ont permis d'attirer des agriculteurs. On travaillait avec les agriculteurs et non pas avec les banques. On a négocié avec les banques pour baisser les taux d'intérêt sans ajouter les paiements au taux d'intérêt. Maintenant, le taux d'intérêt était 33%, c'était 19%, mais on a eu 3,6% pour les agriculteurs. Et dernièrement, nous avons renforcé la capacité des étudiants pour qu'ils puissent faire la promotion de ce projet. C'est important de vous dire que lors de la dernière période, nous en sommes à obtenir un contrat avec le gouvernement pour assurer l'exportation de ces légumes aux marchés mondiaux. Ces légumes sont exportés en Europe. C'est une autre forme d'accès au marché qui génère des revenus pour les gouvernements, pour les États du Nigeria et du Bénin. Merci à Affaires mondiales Canada et au CRDI. Je vous remercie d'avoir travaillé avec nous pour obtenir ce genre de succès. Thank you very much, Clément. Merci beaucoup, Clément. Maintenant, M. Katakian, développement de l'action humaine et la Fondation. Il va présenter son projet en Inde. Bonsoir. Il me fait plaisir de partager notre expérience sur le développement des chaînes régionales en Inde. Au nom de nos partenaires, le Fonds national, l'Université McGill, l'Université d'agriculture et d'autres intervenants de la chaîne de valeur qui ont collaboré avec nous. Apologies. Micro. It's on. So, apologies for this technical problem. Désolé des problèmes
technique. On va peut-être profiter de ce moment. Ah, non. It's okay. It's there. Happens. Encore une fois, pour revenir sur notre travail de développement des chaînes de valeur régionales des petits millets. Maintenant, le contexte. Donc, le contexte en Inde où nous travaillons, nous faisons face à un fardeau de plus en plus important de dénutrition et des maladies non transmissibles comme le diabète. Donc, l'Inde est la capitale mondiale du diabète. Et dans cette situation, faire revenir des petits miels sur les fermes et dans les régimes alimentaires est une solution potentielle. Vu la richesse en termes de nutriments comme les protéines, les fibres et autres, ont donc des retombées positives. Mais ils ont été en déclin dernièrement. Il y a du travail pénible dans la transformation, comme vous pouvez voir, la sensibilisation qui n'est pas adéquate des retombées de santé. C'est parfois distribué donc gratuitement en Inde, mais les politiques sont négligées. Donc, nous avons commencé à examiner les choses dans le projet en deux phases. Dans la première phase, nous avons essayé de trouver des solutions pour les questions principales côté fournisseurs et donc fait de la demande et l'offre dans les chaînes de valeur. Et dans la deuxième phase, nous avons essayé d'augmenter l'échelle pour rejoindre justement pour avoir un équipement amélioré. Donc, nous avons commencé à aborder les contraintes chez les organisations pour l'offre. Et nous avons appuyé les acteurs, particulièrement les manufactures, les fabricants et les entreprises. Troisièmement, nous avons commencé à bâtir la capacité des consommateurs et des usines de transformation. Nous avons partagé nos résultats avec les preneurs de décision et les autres intervenants. Donc, quels sont les résultats? Tout d'abord, la transformation de la chaîne de valeur des petits millets dans l'Inde du Sud. Donc, plus de 80% des produits sur 2000 km. Donc, ça a passé la consommation globale dans la région. On a eu il y avait beaucoup de nouveaux acteurs qui ont été rajoutés, par exemple les agriculteurs, les petites compagnies, les transformateurs régionaux et autres, et des organisations de consommateurs, par exemple les fédérations de femmes qui jouent un rôle de médiation entre les producteurs et les consommateurs. Donc, on a eu plusieurs transformateurs et consommateurs dans la région. Il y a eu une réduction considérable dans le travail pénible des femmes. Donc, elles ont pu réduire leur temps de travail de 2 heures. Il y a eu un meilleur accès au marché pour les agriculteurs et surtout les femmes, revenus additionnels et emplois pour les consommateurs et les entreprises alimentaires. Par exemple, 60 nouvelles transformations ont un revenu annuel de 1870 à 4400 $ et 55 entrepreneurs alimentaires gagnaient entre 670 à 935 $ par mois. Tout cela a mené à l'augmentation de la consommation de petits millets. Et on a 566
1500 consommateurs en 17 ans. Quelles sont les leçons clés? Pour les espèces négligées et sous-utilisées comme le petit millet, le développement et les chaînes de valeur régionales sont nécessaires pour l'avenir. Pour que ce soit durable et à bonne échelle, il faut créer des modèles viables. C'est essentiel. L'incubation sur site est une approche qui aide à créer les modèles viables et les modèles d'affaires viables. Les politiques réagissent à nos projets et récemment, le gouvernement indien a annoncé qu'en 2018 est l'année nationale des millets et ils vont lancer la mission de millet. Il y a eu une introduction de programmes en millet. Nous sommes en train de mettre en œuvre un de ces programmes. Il y a beaucoup d'intérêt pour le partage et mise à échelle de ces apprentissages, particulièrement les millets qui sont des espèces négligées et sous-utilisées dans d'autres parties de l'Inde, au nord et au sud, et dans des pays africains et Haïti. Et je remercie le gouvernement canadien de nous avoir aidés à partager nos connaissances et je vous remercie tous de m'avoir écouté patiemment. J'aimerais maintenant inviter notre panéliste externe à partager ses réflexions avec nous. Nous allons commencer avec Mme Anne Babou de Agra Alliance for a Green Revolution. Anne. Merci beaucoup. J'ai bien aimé les présentations et je pense que ce qui en ressort, ce sont toutes les questions clés ou les enjeux clés pour qu'on puisse mettre l'innovation au marché. J'ai un petit résumé. Pour les légumes autochtones, je vois que c'est une façon d'augmenter la productivité, ça réduit le coût par unité. Mais cependant, il y a eu l'utilisation de fertilisants pour le maïs, mais jamais les légumes indigènes. C'est une nouveauté, ça aide la nutrition. Les petits millets en Inde et l'équipement pour réduire les méfaits et le travail pénible, ça a toutes les retombées dans la transformation du produit. Lorsqu'on pense au produit, nous avons donc les bactéries lyophilisées dans l'innovation. Ça aide les agriculteurs dans les villages où il n'y a pas de réfrigération pour pouvoir produire ces yogourts probiotiques. Mais je vois quand même des lacunes. Et les lacunes ont trait à la compétitivité des chaînes de valeur. Il faut avoir l'analyse commerciale dans l'innovation et de modèles d'affaires. Quelles sont les marges? Qui va étudier donc les marges dans les chaînes de valeur? Ces marges, ces profits doivent être équitables pour qu'ils demeurent mobilisés. Quels sont les échecs au marché? Quels sont les risques? Et comment améliorer la compétitivité des produits pour rejoindre une population plus importante? Encore une fois, on nous a parlé des avantages et des aspects nutritifs de créer un plus grand auditoire. Qui sont nos consommateurs? Ce qu'on me dit, c'est que le produit cible un marché de niche, mais pour augmenter l'échelle, il faut élargir votre base de marché. Lorsque j'ai lu certains articles, moi je viens de Kenya, mais j'ai pas eu de probiotiques, probablement parce que le marché cible était différent. Enfin, les partenariats. On a besoin de créer plus de partenariats dans l'innovation, le secteur privé, les institutions de financement, les gouvernements et autres. Certains partenaires vont offrir des capacités ou des appuis techniques ou des institutions financières qui peuvent proposer des produits qui s'appliquent à notre chaîne de valeur. Les investisseurs veulent pas d'obstacles ou de surprises qu'on ne peut pas exporter, par exemple, traverser la frontière.
ou des taxes qui ont augmenté. Et ce genre de prévisibilité n'encourage pas l'investissement. Donc, nous devons avoir des politiques fondées sur les données probantes et pour pouvoir défendre les enjeux qui sont importants pour ces chaînes de valeur et pour la durabilité. Et on a besoin de partenariats publics-privés. Le gouvernement, nous avons besoin d'eau, nous avons besoin d'infrastructures, de routes, d'électricité. Donc, c'est ainsi que les chaînes de valeur peuvent croître. Mais comment nous assurer l'inclusivité? Comment nous assurer que les femmes ne sont pas négligées une fois que ces chaînes de valeur deviennent productives? Nous devons mobiliser tout le monde dans la chaîne de valeur. Lorsque j'ai lu le travail des 3 projets, on a rejoint presque 1 million de personnes. Imaginez si on augmentait l'échelle pour rejoindre des millions de personnes dans notre pays. Il y a des technologies qui sont transférables. Alors, je cherche des organisations pour travailler justement pour nous aider ou appuyer les produits qui sont là. Par exemple, le maïs, c'est une culture politique, mais quand on rajoute des légumes, c'est là qu'on commence à parler de nutrition, d'alimentation. Je vous remercie tous et j'espère mieux connaître des solutions pour monter les marchés et aider les chaînes de valeur. Merci. Merci. Merci beaucoup. Anne? Our second panelist, Deuxième panéliste est de CARE International au Ghana. C'est Gifty Black. Bonjour, je veux remercier les panélistes et Anne d'avoir donné. Je suis de CARE International au Ghana. Depuis 15 ans, nous travaillons dans le travail durable et on appuie les femmes dans le domaine agricole. Et je voudrais vous parler de ce que nous avons observé et quelles sont les implications pour notre travail. Je pense que c'est important quand on parle des innovations. Ce matin, on a parlé de 10 ans. C'est ça. Et on se demande si on doit avoir une deuxième phase. On doit se demander quand on va partir pour que le marché puisse assumer son rôle. Alors, on doit savoir si nos innovations peuvent être accrues. Est-ce que nous avons utilisé les approches du marché? Et on doit savoir si on a trouvé un marché. Est-ce que c'est logique du point de vue économique et est-ce que ça peut apporter des profits? Quand on considère notre travail en développement, on se concentre quelquefois seulement sur les impacts sociaux sans regarder les aspects économiques. Quelquefois, dans la conception, on ne sait pas si on a trouvé tous les acteurs nécessaires pour qu'à la fin de notre intervention, les marchés puissent assumer le projet. Dans le domaine de l'agriculture, on a parlé du millet, on a parlé des légumes. Samedi, je me déplaçais de Bénin au Ghana par terre. Je pense que j'ai vu certains agriculteurs qui travaillent avec les légumes. Je vais dans un marché d'Accra, mais même dans un véhicule privé, j'ai mis 7 heures pour... on s'arrête à la frontière. Il y a des questions à la frontière. Alors, les légumes ont une durée de conservation très brève. Est-ce qu'il
en dehors de l'endroit où se trouvent les femmes. Les petits éleveurs ont besoin de beaucoup de services, les intrants, les services financiers, les services de vulgarisation, les services de développement de la base et de lien avec le marché, de l'information sur le marché. On doit considérer nos approches. J'étais très content d'écouter Anna quand elle dit qu'elle a 300 employés pour CARE et pour notre travail. C'est important de reconnaître et trouver les personnes comme Anna qui peuvent établir des liens avec de petits agriculteurs dans des endroits un peu éloignés pour voir si on peut créer une voie de distribution efficace, pour avoir un lien efficace entre les acteurs dans la chaîne. Nous avons aussi vu une situation, on doit se demander si les gens reçoivent des services financiers adéquats. J'ai écouté le collègue du Nigeria qui a parlé du fait que dans les négociations, on a négocié au nom des agriculteurs. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passe à la fin du projet, qui négocie au nom des producteurs. C'est important de donner des compétences aux agriculteurs pour qu'ils puissent négocier eux-mêmes. Nous avons fait beaucoup de négociations pour voir comment on peut assurer que le milieu d'affaires s'intéresse pas seulement au profit, mais on veut voir si on doit réduire les taux d'intérêt au Ghana. Nous avons un président qui parle de Ghana au-delà du 8 et beaucoup de partenaires et de donateurs sont emballés, mais oui, nous devons se demander comment on se prépare pour devenir durable. Alors, c'est important de permettre aux forces du marché d'opérer, mais on doit avoir des partenariats dont les gens peuvent profiter. Chez CARE, nous appuyons les gouvernements pour qu'ils considèrent des innovations pour voir si les assurances et les services financiers sont inclusifs. Il y a 3 points. Qui sont les acteurs clés dans une approche fondée sur le marché? Est-ce qu'on les a identifiés? Et quels sont les liens efficaces? Quelles sortes de partenariats sont nécessaires? On doit aborder de différentes sortes de partenariats. Et dernièrement, dans ce genre de projet, comment est-ce que nous communiquons l'innovation, les résultats et les leçons apprises? On doit trouver un argumentaire et on doit faire en sorte que tous les secteurs puissent participer. Merci. Merci beaucoup, Gifty. Maintenant, nous allons passer au dernier expert, Nikita Erickson-Hamel d'Affaires mondiales Canada. Merci. Bonjour. Je remercie tous les gens qui ont fait une présentation et je vous félicite du succès de cet événement jusqu'à maintenant. J'ai pris des notes, mais je voudrais vous parler de 3 ou 4 observations et des choses que je voudrais mentionner à Affaires mondiales Canada. D'abord, c'est sur les aliments novateurs. Je reconnais les 3 projets et ça s'applique à beaucoup d'autres projets. On doit aller plus loin dans la mise en marché de ces nouveaux aliments. Ils ont fait du très bon travail sur le changement des régimes alimentaires. Le changement dans le comportement, dans le développement international, c'est une tâche très difficile
Et changer le régime alimentaire, c'est une des choses les plus difficiles. Ça fait 8 ans que j'essaie de changer le régime alimentaire de mon fils. C'est un échec lamentable. Alors, on travaille avec les consommateurs, avec les femmes qui préparent les aliments à la maison. C'est fondamental pour le succès. On crée un marché avec les gens qui vont préparer la nourriture dans le foyer. Un autre élément qui vaut la peine d'être soulevé, c'est quand on travaille avec les consommateurs pour vendre des aliments tous les jours, on crée une liquidité de façon quotidienne. Ça crée de l'information qui va vous permettre d'évaluer la viabilité et la durabilité financière du modèle d'affaires. Et c'est important de s'en souvenir. Une autre chose dont on doit se souvenir, c'est que le projet démontre que les améliorations et les innovations technologiques sont accessibles pour les producteurs, les transformateurs qui ne sont pas riches. Le mythe, c'est que les innovations technologiques ne fonctionnent pas pour les petits producteurs. Ça ouvre la porte à de nouveaux mécanismes financiers, de nouveaux dispositifs. Une troisième chose qu'on doit voir comment les modèles d'affaires identifient les acteurs et les bénéficiaires des projets. Le marketing doit travailler vers la segmentation des bénéficiaires pour mieux identifier les consommateurs et aussi les possibilités d'avoir des créneaux pour les femmes dans la chaîne de valeur. Quatrième chose, c'est de se demander de quoi ça va avoir l'air une fois que le projet est terminé. Un projet avec des donateurs donne une certaine stabilité pour certains intrants, la formation, l'aspect technique, les semences, le matériel, etc. Mais à la fin du projet, est-ce qu'il y a une certaine stabilité avec ces intrants, surtout avec les incertitudes, les chocs que nous connaissons aujourd'hui? Alors, on doit se demander s'il y a assez de financement pour maintenir les intrants. C'est important d'avoir des liens avec les institutions de microfinance. Et est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent donner les engrais, les semences, les services? Est-ce qu'ils sont suffisamment appuyés avec un financement agricole? C'est l'autre chose qui me semblait importante. Le changement du régime alimentaire, c'est très important. Il faut travailler jusqu'à la maison avec les femmes. Les innovations technologiques peuvent être compatibles avec les systèmes de petites augmentation, une segmentation pour cibler la nourriture pour les consommateurs et identifier des occasions de créneaux pour les femmes et le financement agricole dans le système au-delà du microfinancement pour les bénéficiaires. Est-ce que les autres acteurs reçoivent des finances? Et eux, ils doivent être stables pour maintenir le passage à plus grande échelle et les résultats que vous cherchez. Merci. Je voudrais remercier les présentateurs de ces 5 projets et je veux remercier les panélistes pour leur présentation aussi. Maintenant, nous allons passer à la discussion aux tables. Nous devons aborder 2 questions. Qu'est-ce qui est nouveau et innovateur? Quelles sont les lacunes et les prochaines étapes
pour notre travail à l'avenir. Nous avons une vingtaine de minutes.